Avant de commencer, je fais une petite parenthèse pour vous annoncer la sortie du dernier tome de ma trilogie, Les Chroniques de Ridley. Je ne vous parle pas souvent de mon travail d'autrice dans ces vidéos, mais pour moi, demain, c'est vraiment un grand jour. C'est le dernier tome, 9 ans de travail. Je vous laisse imaginer. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien en description. Film de 2005 réalisé par James McTeague et scénarisé par les sœurs Wachowski, V pour Vendetta nous transporte dans une Angleterre fasciste, dominée par la peur, au moment où V, qualifié de terroriste par le pouvoir en place, fait dérailler la machine bien huilée de la chancellerie. Cette adaptation du comics de Alan Moore et David Lloyd, publié entre autres chez DC Comics entre 1982 et 1989, suit V, le héros masqué, dans sa quête de vengeance et de transformation politique. Aujourd'hui, je vous emmène dans un avenir où le libre arbitre n'a plus vraiment sa place. Quand le pouvoir est entre de mauvaises mains, l'avenir devient aussi sombre que les pages les plus obscures de notre histoire. Et lorsque l'anticipation sonne comme un avertissement, elle fait aussi peur que nombre de films d'horreur. Imaginez-vous un instant un monde dans lequel la différence est un crime. Le pouvoir fasciste a repris la main sur la politique et élimine toute personne ne correspondant pas à ses critères. Imaginez que vos conversations soient épiées, que le couvre-feu rythme vos soirées et surtout que la peur vous torde les entrailles en permanence. Le moindre faux pas peut détruire votre vie. Le slogan du parti « L'union fait la force, la foi fait l'union » jalonne les rues. Et entre deux affiches, il n'est pas rare de croiser des agents de la main qui veillent à ce que l'ordre règne. Ces agents sont aussi terrifiants par ce qu'ils représentent que par les abus de pouvoir qu'ils se permettent. La peur, toujours la peur. Mais il reste un espoir, caché derrière un masque de Guy Fawkes. Bienvenue dans V pour Vendetta. Je voudrais ne pas être effrayée tout le temps, mais... j'ai peur. Les peuples ne devraient pas craindre leur gouvernement. Les gouvernements devraient craindre le peuple. Tout contrevenant arrêté pour viol de couvre-feu sera poursuivi sans clémence et sans faire d'exception. Tu violes le couvre-feu, là, tu le sais? Ayez pitié! Oh, pas ce soir. Qui êtes-vous? Messieurs, je veux que ce terroriste soit retrouvé et je veux qu'il comprenne vraiment ce que le mot terreur signifie. Nous suivons plusieurs pistes. Ses parents se sont fait arrêter quand elle avait 12 ans. C'est comme si ces sacs noirs avaient effacé à jamais mes parents de ma vie. Il vous reste une chance. Vous devez nous révéler l'endroit où se trouve le dénommé V. Si notre propre gouvernement était responsable de la mort de 100 000 personnes, voudrais-tu vraiment le savoir? Ceux qui sont responsables auront des comptes à rendre. L'heure est venue pour toi de vivre sans peur. Je suis prête. Ce pays va sombrer dans l'oubli. Je veux que chacun se rappelle pourquoi il a besoin de nous! Tuez-le. À mon tour. J'ai eu soudain l'impression que tous les événements étaient liés. Nous suivons tous le même chemin. Est-ce que nous sommes prêts? Un seul verdict. La vengeance. V pour Vendetta et Guy Fawkes. Remember, remember, the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Souviens-toi, souviens-toi de ce 5 novembre, de ses poudres et sa conspiration. Souviens-toi de ce jour, souviens-t'en. À l'oubli, je ne peux me résoudre. Le film s'ouvre sur ces paroles récitées par Avey, jouée par Nathalie Portman, évoquant la conspiration des poudres.
Un flashback de la tentative échouée de Guy Fawkes de faire sauter le Parlement et de son exécution, qui rappelle que derrière les idées, il y a l'homme. Avey fait le parallèle avec V qui a marqué sa vie à jamais. Dans le livre, comme dans le film, la référence à Guy Fawkes est claire. Entre le choix de la date du 5 novembre comme fil conducteur, la cible de l'un des attentats de V, le Parlement, et évidemment le masque de V, qui est un masque de Guy Fawkes, les références ne manquent pas. Dans le récit, brodé sur ces références historiques, nous suivons Avey Hammond, dont le destin se retrouve accidentellement mêlé à celui du terroriste ou révolutionnaire, selon le point de vue, V, incarné à l'écran par Hugo Weaving. Dans sa quête de vengeance, V souhaite ouvrir les yeux au peuple afin qu'il reprenne le pouvoir sur le gouvernement autoritaire qui l'étouffe. Nous découvrons au fil du récit le passé sombre de V. Nous ignorons, tout comme c'est le cas d'Avey d'ailleurs, tout du héros masqué. Son nom, son visage, ce qui lui a valu d'être arrêté par les autorités avant d'être retenu au camp de Lark Hill. Tout cela disparaît au profit de l'homme qu'il est devenu et surtout des idées qu'il porte. Ici, le fait que les idées prévalent sur l'homme est illustré par la transformation de l'inconnu de la chambre 5 du centre de détention Lark Hill en V, le révolutionnaire au masque de Guy Fawkes. Tout en progressant dans la vengeance de V, nous découvrons aussi ce qui lui a valu sa transformation. Les expériences et tortures qu'il a subies nous sont esquissées au travers des flashbacks de ses victimes, et notamment par le journal du docteur Delia Surridge. Les conditions qu'il a connues lors de sa détention nous sont quant à elles montrées lorsque Avey se retrouve en prison et subit la torture qui va à son tour la transformer. V pour Vendetta et le fascisme. Dans les comics, on suit outre Avey et V les hommes du parti qui gèrent les différents organes du régime. L'œil, la main, l'oreille, la bouche et le nez. L'attention est aussi régulièrement portée sur le commandeur Adam Suzanne qui se transforme en chancelier Adam Sutler dans le film. Le nom et le titre ne sont clairement pas sans rappeler quelqu'un d'autre. Vous l'avez ? Adam Sutler, chancelier ? On découvre son point de vue avec franchise au début du volume 2 du comics. Le commandeur se revendique texto comme fasciste. Il ne s'en cache pas. En revanche, contrairement au film, dans le comics, le personnage semble relativement froid. La plupart du temps, on le voit assis derrière son écran, le visage impassible, alors que dans le film, une fois encore, le parallèle avec le chancelier du Troisième Reich est clairement visible. Sa gestuelle et sa prosodie sont choisis pour évoquer le fascisme. On retrouve également un culte de la personnalité et du symbole omniprésent, un parti dont il faut être membre pour pouvoir accéder à des postes clés, des médias ultra contrôlés, une police spéciale, la censure et enfin les arrestations et détentions en camp de travail pour des personnes issues de minorités. D'ailleurs, j'ai remarqué pour la première fois en préparant cette vidéo que le seul moment où on aperçoit des personnes de couleur dans le film, c'est à la fin, quand tout le monde retire son masque et qu'apparaissent aussi les victimes du régime. Il y en a aussi probablement dans les scènes de flashbacks se déroulant à Lark Hill, mais je dois admettre qu'à chaque fois, mon œil est attiré par Valérie parce que c'est un fil rouge du film, et du coup, machinalement, je la cherche. Je pense aussi que si je n'avais jamais remarqué ça particulièrement, c'est probablement parce que dans le film, la purge raciale est moins évoquée que dans le comics. Dans le comics, c'est vraiment très clair, vraiment très clair. Et du coup, après avoir lu le comics, ça a dû me sauter un peu plus aux yeux. Le fait que l'Angleterre ait été choisie par Alan Moore comme théâtre de son histoire n'est pas anodin. L'auteur reconnaît même une certaine forme de naïveté dans les causes qui poussent l'Angleterre dans les bras du régime du fascisme, comme il en convient lui-même dans son introduction destinée à l'édition américaine datant de 1988. Ma naïveté transparaît aussi dans l'idée selon laquelle il faudrait quelque chose d'aussi dramatique qu'un conflit nucléaire pour pousser l'Angleterre dans les bras du fascisme. À ma décharge et à celle de David, les autres bandes dessinées disponibles à l'époque ne brossaient pas un portrait plus exact de l'avenir de notre pays. Le simple fait qu'une bonne partie de notre arrière-plan historique dépendait d'une défaite des conservateurs en 1982 montre à quel point nous n'étions pas des Cassandres très fiables. Au moment où j'écris ces lignes, en 1988, Madame Thatcher commence son 3e mandat et parle d'un pouvoir conservateur fermement établi au moins jusqu'au prochain siècle. Ma fille a 7 ans et la presse tabloïde fait circuler l'idée de camps de concentration pour les victimes du sida. La nouvelle police anti-émeute porte des casques à visière teintée noire, comme les œillères de ses chevaux. Ces camionnettes disposent de caméras montées sur le toit. Le gouvernement a exprimé le désir net d'éradiquer l'homosexualité, même en tant que concept abstrait. On en est à se demander quelle sera la prochaine minorité à subir les foudres législatives. J'en viens à souhaiter quitter le pays dans les 2 ans. Il est devenu froid, mauvais, et je ne l'aime plus tellement. Bonne nuit à l'Angleterre, bonne nuit à la pop et au V de la victoire. Bonjour à la voix du destin et à V pour Vendetta. Alan Moore, Northampton, mars 1988. Car oui, comme vous avez pu le comprendre dans cet extrait, c'est à la suite d'une guerre nucléaire que le gouvernement de Suzanne prend le pouvoir dans le comics, là où,
Dans le film, il s'agit d'une manipulation de Sutler dès le début pour accéder au pouvoir. Avec l'aide des médias et de quelques personnalités avides de pouvoir, l'Angleterre bascule dans le fascisme. En effet, le lien avec le centre Larkill est directement établi au fur et à mesure que l'on suit la progression de l'enquête aux côtés de l'inspecteur Finch et de Dominic. Un virus y a été développé lors des expériences dont seul V est ressorti vivant. D'ailleurs, on apprend que c'est à partir du sang d'un des détenus que le virus a été créé, je suppose celui de V. Imaginez être l'outil qui a causé la mort de près de 100 000 personnes et l'établissement d'un régime fasciste. On peut aisément comprendre, rien qu'en sachant cela, le désir de vengeance de V. V pour Vendetta et les minorités. Comme je l'ai dit précédemment, les minorités raciales et sexuelles ainsi que les opposants sont les premières victimes du régime. Surtout dans le comics, où il n'est pas question de virus, mais d'hiver nucléaire, puis de grandes purges. Les minorités sont donc évoquées, mais quasiment absentes du comics, puisque éradiquées. Mais leur absence, à mes yeux, souligne d'autant plus la cruauté du régime et son étroitesse d'esprit. Ce qui est différent fait peur, donc on l'élimine. Dans le film, on parle davantage des minorités sexuelles avec l'histoire de Valérie, condamnée juste parce qu'elle est lesbienne. Il est aussi rapidement évoqué la question de la religion, puisque Gordon, lui aussi homosexuel, est condamné pour la simple possession d'un Coran qu'il dit pourtant ne conserver que pour la beauté de l'objet et sans pour autant être musulman. Juste le fait d'en avoir un exemplaire chez soi suffit à le faire condamner à mort. Puisqu'on est sur les minorités, on va parler du rôle des femmes. Car si l'un des personnages principaux est féminin, Avie, il faut reconnaître que dans cette histoire, les femmes ont des vies difficiles. Si ce n'est pas forcément flagrant dans le film, dans le comics, il ne fait pas bon être de sexe féminin. Tout d'abord, Avie n'est pas du tout une femme adulte travaillant pour la chaîne de télévision du parti. Non, c'est une adolescente, une jeune fille de 16 ans, qui, après avoir travaillé dans une usine d'allumettes pendant 4 ans, se résout à se prostituer pour survivre. Heureusement pour elle, avant même qu'elle ne trouve son premier client, elle tombe sur V qui la sauve du sort ignoble que lui réservent les agents de la main. Elle va vivre pendant plusieurs mois aux côtés de V, puis un jour, il la relâchera. Elle ira alors vivre chez Gordon, qui devient son amant avant de mourir. Et là, comme dans le film, V l'enlève pour lui faire subir l'incarcération qui la libérera de la peur. Sur le sujet d'ailleurs, dans le film, on assiste à une conversation entre Avie et V où celle-ci reconnaît avoir peur et souhaiterait être libérée de cette peur. On peut donc supposer dès lors que V ne fait que répondre aux souhaits d'Avie lorsqu'il l'enferme et la torture. La transformation d'Avie est forte, presque autant que celle de V. Et si c'est déjà visible dans le film avec cette scène puissante d'Avie sous la pluie accueillant le changement, magnifiquement sublimée par la musique de Dario Marianelli, dans le comics, c'est le contraste entre les deux personnalités d'Avie qui sont flagrantes. On commence l'histoire avec une jeune fille de 16 ans, fragile malgré une certaine force imposée par les difficultés de sa vie. Elle évolue petit à petit, puis on termine avec une Avie forte, sans peur, sûre d'elle, qui prend le rôle de V pour terminer son œuvre. Évidemment, on retrouve aussi ces aspects-là dans le film, mais je les trouvais plus visibles dans le comics. Peut-être est-ce parce que dans le comics, on voit le dessin évoluer vraiment. On voit le visage pur d'Avie, alors que petit à petit, on le voit évoluer jusqu'au final où elle prend le sourire de V. Alors que dans le comics, la froideur de Nathalie Portman est moins visible forcément, hein. Elle est humaine, donc elle n'a pas les traits ultra expressifs du dessin. D'autres femmes jalonnent l'histoire, à commencer par Valérie, dont nous avons déjà brièvement parlé. On retrouve aussi le docteur Sulridge, qui fait partie des victimes de V et qui a littéralement joué un des rôles clés dans sa transformation, puisque c'est elle qui conduit les expériences. Si dans le film c'est presque tout, dans le comics on suit aussi deux autres femmes, les épouses d'hommes haut placés dont la déchéance sont violentes. D'ailleurs, les violences conjugales, dans les deux sens, sont un des sujets abordés dans le comics. Commençons par Rosemary Almond. L'épouse de l'homme qui dirige la main avant l'arrivée de Creedy, Derek Almond, subit l'agressivité et les coups répétés de son mari, puis se voit à la mort de celui-ci refuser la pension de veuvage et se retrouve donc plus ou moins à vendre son corps pour survivre. Sa rancœur va même la pousser à tuer le commandeur Suzanne et ensuite elle est torturée par la main qui cherche à lui faire avouer un lien avec V et on peut la supposer morte à la fin. Nous retrouvons également Helen Ayer, épouse de Conrad Ayer qui dirige les services de surveillance de l'œil. Cette dernière manipule et rabaisse, voire frappe son mari dans l'objectif de le voir devenir le prochain commandeur. À la fin du comics, elle est également vouée à se prostituer pour survivre. On retrouve ici un traitement de la femme qui m'a d'ailleurs un peu fait penser à La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui a été écrit à peu près dans les mêmes années. V pour Vendetta et les inspirations. L'une des premières inspirations littéraires à laquelle on peut penser lorsqu'on parle de V pour Vendetta, c'est évidemment 1984. Le lien y est très clair, puisque dans le comics, la surveillance est omniprésente.
L'œil place même des caméras dans les chambres à coucher, y compris dans celles des hommes haut placés du parti. C'est d'ailleurs de cette manière que Conrad Ayer va découvrir l'adultère, les plans de son épouse avant de tuer l'amant et de mourir par la même occasion. Mais ce n'est pas le seul lien avec l'œuvre orwellienne. La manière dont est présenté Adam Sutler, toujours à l'écran, n'est pas sans rappeler Big Brother. Le slogan du parti peut aussi faire écho à celui de 1984. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Et bien sûr, le clin d'œil que j'ai trouvé particulièrement amusant, John Hurt, qui interprète ici Adam Sutler, jouait le rôle de Winston Smith, le héros de 1984, dans le film de Michael Radford. Autre référence très claire dans le film, le comte de Monte Cristo. Je dois admettre n'avoir perçu certaines similarités que lorsque j'ai vu le film avec Pierre Ninet cet été. Pourtant, les références sont claires et le projecteur les met bien en valeur. Pour les références simples, on peut citer le fait que le film préféré de V est Le Comte de Monte Cristo, de Roland V. Lee, qui est diffusé d'ailleurs dans le film à plusieurs reprises. Ensuite, autre élément limpide, même si on ne connaît pas l'histoire du comte de Monte Cristo, lorsque Finch demande à Ivy qui était V à la fin du film, elle lui répond en premier « Edmond Dantès ». Le parallèle est on ne peut plus clair. Et puis, si on connaît l'histoire de Dumas, on retrouve un homme qui, après avoir été emprisonné injustement, prépare sa vengeance pendant des années avant de la mettre à exécution. Et en plus, il utilise pour cela le subterfuge du masque et également une jeune femme, entre autres. Lorsque j'ai vu Le Comte de Monte Cristo, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la scène où V incarne Rookwood, et je crois que c'est vraiment là que j'ai perçu les rapprochements. Comme dans Le Comte de Monte Cristo, on a une vengeance étudiée dans ses moindres détails. Puisque dans la version d'Alan Moore, comme dans celle de McTeague, on retrouve la présence de la 5e symphonie de Beethoven et son très célèbre ta-ta-ta-ta, qui, je l'ai appris grâce aux comics, est le morse pour la lettre V qui représente le 5 en chiffre romain. Voilà, je ne savais pas où caser cette anecdote, mais je l'adore, alors il fallait que je trouve un moyen de vous la partager. Voilà, c'est tout. Ce ne sont évidemment pas les seules références que l'on pourrait souligner, mais ce sont les deux plus importantes et je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. Il faut savoir que V pour Vendetta est un de mes films préférés. Depuis 2016, et presque sans exception, je le regarde le 5 novembre, tous les ans. Je le trouve absolument génial et je pense que je pourrais en parler pendant des heures. J'ai adoré lire le comics et faire les quelques recherches que j'ai effectuées pour cette vidéo. J'aurais aimé pouvoir approfondir davantage, mais le temps me manque, je dois l'admettre. Donc voilà, pour reprendre les mots d'Hugo Weaving, Alan Moore a écrit sur ce qui s'est passé il y a quelque temps. C'était une réponse au gouvernement de Thatcher en Angleterre. C'est, le film, une réponse au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je pense donc que le film et le comics sont deux entités distinctes. Et je suis assez d'accord avec lui. Si l'adaptation est fidèle en de nombreux aspects et que certaines scènes sont presque mot pour mot tirées du comics, le film de 2005 correspond à la société de 2005 et non plus à celle des années 80. Le monde a évolué, la vision qu'on en a également. Désormais, comme l'admet lui-même Moore, on sait qu'il n'est pas nécessaire qu'une guerre nucléaire frappe le monde pour qu'un gouvernement fasciste revienne au pouvoir. En revanche, ce que le film, comme le comics, font très bien, c'est mettre en garde contre les dérives qu'entraîne ce genre de régime. Il montre que quand la sécurité, l'autorité et la peur de la différence dominent, la société bascule et qu'on pourrait presque oublier ce qu'il y a de bon dans notre monde. Mais, en offrant une autre fin que celle du comics au film, les sœurs Wachowski et McTeague mettent l'accent sur l'espoir. Cette scène de fin, avec l'ouverture solennelle 1812 de Tchaïkovski et l'explosion du Parlement, me file à chaque fois la chair de poule. Rassurez-vous, je ne veux pas du tout voir le Parlement exploser, mais dans le cadre du film, il faut reconnaître à la scène une certaine intensité. Cette scène de fin clôture vraiment le film sur les possibilités qui s'offrent au peuple. Le pouvoir est entre leurs mains, il ne leur reste plus qu'à en faire bon usage. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, merci d'avoir regardé et si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. Dites-moi en commentaire si vous avez lu le comics et ce que vous avez pensé de l'adaptation de McTeague. En attendant de vous lire, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo du livre à l'écran. À bientôt et joyeux 5 novembre. Voilà, vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la volition. Un seul verdict, la vengeance.
Une vendetta a-t-elle une offre votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux, alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Il est bon, Hugo Weaving.